Racines, traditions et trésors des régions françaises. Pour en garder la mémoire, les plus beaux reportages du journal de 13 heures sont rassemblés dans Vivre en France, 3 cassettes vidéo présentées par Jean-Pierre Pernaut. Vivre en France, une collection TF1 Vidéo. Les jeux traditionnels de nos provinces sont devenus au fil du temps de véritables trésors de notre patrimoine. Jeux traditionnels, une nouvelle cassette vidéo présentée par Jean-Pierre Pernaut dans la collection Vivre en France. Retrouvez la France comme vous l'aimez avec Jean-Pierre Pernaut. Langues, dialectes et patois des pays de France. Une nouvelle cassette vidéo dans la collection Vivre en France. Comme ça, quand il y en a qui nous embêtent, on leur parle breton et ils comprennent rien. Vivre en France, une nouvelle cassette de TF1 Vidéo, un nouveau voyage à travers les régions avec quelques-uns des plus beaux reportages du journal de 13 heures de TF1. Des paysages, des métiers, des passions, des fêtes et des traditions. Ce sont nos racines et c'est la France vivante. Il suffit de s'y promener pour la découvrir. Alors pour commencer, je vous propose de nous installer au coin d'un bon feu. Dans certaines régions de montagne, il y a encore des veillées. En Ariège, dans la vallée de Massat par exemple, à l'approche de Noël, on se réunit autour de la préparation d'un plat traditionnel, le mia. Et là, on commence à raconter des histoires. La grand-mère n'ira pas à la veillée. Ce soir, elle est un peu fatiguée, avec ses 92 ans. Et pourtant, de ces histoires que l'on raconte au coin du feu, elle en connaît un bon peu. Et des devinettes et des chansons, sa mémoire en murmure encore de nombreuses. Ce soir, ça n'arrive qu'une ou deux fois par an, la famille Piquemal de Boussenac prépare le mias, un plat simple à base de farine de maïs et d'eau. Pour l'occasion, Fernande a invité les amis et les voisins. Il y a Eva et Berthe, il y a Adèle, Madeleine et Mimi, et puis les hommes. Roger, le mari de Fernande, et Alfred, qui étaient tous deux agriculteurs, un peu maçons et menuisiers, parce qu'il fallait plusieurs métiers pour survivre par ici. Il y a aussi Jean et sa femme, qui sont bergers à Liers, un village d'une autre vallée. Un village haut perché, un peu perdu dans la montagne, les habitants là-bas racontent que c'est le dernier village que Dieu a fait. Une veillée à qu'on est nombreux, c'est bien, oui. Ça fait plaisir d'y assister, oui. On discute d'autrefois. Hein? On discute d'autrefois, ouais. Ils se racontent les choses d'autrefois. Il y aura les chansonnettes en occitan pour apprendre la langue aux enfants. Et bien sûr, il y aura les fameuses histoires de Liers racontées par Jean, le berger. Et celle de Boussenac qui ronfle bien dans la voix d'Alfred. Comme cette histoire des enfants qui dorment en travers au fond du lit matrimonial et qui tombent par terre chaque fois que les parents font l'amour. Ma femme est de Liers et alors naturellement il fallait savoir quelques histoires quand j'allais la voir. Si ce n'était pas de chez moi, c'était de chez elle et alors on racontait ce qu'on pouvait. Et quand il ne savait plus d'histoire, Régis inventait des poèmes sur la beauté des montagnes qui dominent la vallée, sur le travail et la vie des gens simples. Toujours en occitan parce que c'est la langue de tous les jours ici, la langue des conteurs. Après 2 heures de cuisson, l'histoire du mias s'achève presque. Il reste à flamber le chaudron.
Très bon. Il est très bon. Bon, ben, je pas pour tutti. Oui, Puis c'est le meilleur médicament contre la grippe, ça. Pour le manger, il faudra attendre que la galette de Mias soit refroidie. Le lendemain, au petit déjeuner, on la fera frire dans une poêle avec un peu de sucre. On la portera aux voisins. Tiens, on la portera à la grand-mère qui n'a pas pu venir à la veillée. Bonjour. Bonjour, bonjour. Que pourtant Milas que filen de l'any. Voilà. Je te remercie. Tout frais, tout caute. Ça y est, ça Vous le faisiez, vous aussi, le Mias? Oui, oui, on le faisait aussi quand on tuait le cochon. Vous savez, quand on avait fait le confit, quand on avait le chaudron là tout propre, on le faisait aussi. Et c'était bon comme ça? Ah oui, c'était bien. Et puis, à la grand-mère, on lui racontera la veillée, les gâteaux qu'on avait préparés, les chansons de la petite Madeleine, les histoires d'Alfred et les poèmes de Régis. C'était une belle soirée. Autre tradition gastronomique plus connue que le Mia, c'est la choucroute. L'Alsace produit à elle seule les 2/3 de la consommation française. Et l'automne, c'est la période où on récolte les choux. À quelques kilomètres de Strasbourg, la région de Krauter-Gersheim, littéralement le village du chou, produit le quart de la choucroute nationale. Octobre et novembre sont les mois de pointe pour la récolte de ce légume que les Chinois appréciaient déjà bien avant Jésus-Christ. En Alsace, où la choucroute fait son entrée 17 siècles plus tard, le souvenir n'est pas si loin où l'on voyait le coupeur de choux aller de ferme en ferme lorsqu'arrivait la Toussaint. Bonjour. Ah, salut Seppi. Comment tu fais pour avoir des choux pareils? Oui, Seppi. Ça, c'est je petit son secret professionnel, tu sais ça. Oh, ben, la dernière fois que j'ai vu un coupeur de choux, c'était avant la guerre. Hein. Parce que après la guerre, il y a eu le modernisme, il y a eu les machines pour faire ce travail. Mais on l'appelait à chaque fois qu'on avait envie d'une choucroute? C'est-à-dire pendant la période des choux. On coupait les choux, on faisait la récolte des choux et on les coupait. On faisait la choucroute. Tout de suite? En une fois. Le coupeur pouvait râper selon la famille de 50 à 100 kg de choux, sachant qu'il en faut 2 kg pour faire 1 kg de choucroute. Elle fermentait ensuite avec le sel pendant 3 ou 4 semaines. La choucroute était alors consommable en principe jusqu'en mai-juin de l'année suivante. C'est une question de température. Il faut avoir une cave bien fraîche. En principe, on faisait souvent ça à la cave. Et surtout tasser correctement. Il fallait bien la charger. Elle n'était pas trop amère, trop sûre vers la fin? En fin de saison, si. Parfois, il fallait bien la laver. On la lavait plusieurs fois pour la consommer. Et odorante? Ça sentait pas toujours bon. La mécanisation du ramassage s'étend peu à peu autour de Krauter-Gersheim. Si elle concerne aujourd'hui la moitié de la production, les fabricants sont encore nombreux à blanchir, c'est-à-dire à effeuiller le chou à même le champ. Sur cette exploitation, 500 tonnes de choux sont ainsi travaillées à la main. Un effort éprouvant, renouvelé à chaque récolte, que l'on veut synonyme de qualité. D'autant qu'ici, le souhait est de garder une variété locale, moins rentable, mais semble-t-il meilleure au goût, le Quintal d'Alsace. Ben, c'est un choix délibéré que nous avons fait là. Nous transformons le chou en choucroute à la manière de nos parents et grands-parents. Et puis, je pense qu'on va persister dans ce principe-là. C'est un travail extrêmement pénible. Mais le choix a été fait et puis on restera fidèle à ce choix-là. Couvert d'une toile, le chou râpé est ensuite écrasé par ces énormes blocs de béton. La mousse qui s'en dégage, jour après jour, témoigne du bon travail de fermentation. Pendant ce temps, on s'active dans les maisons alsaciennes, notamment dans celles où, dans le grenier, fonctionne encore, comme autrefois, le fumoir. Au-dessus d'un lit de braise, saupoudré de sciure de hêtre et de chêne, le lard prendra toute sa saveur au bout d'une quinzaine de jours, avant de garnir la tablée familiale. Les viandes qu'on ajoute, c'est de la poitrine de porc salée,
fumée, de la côtelette cuite et bon, différentes charcuteries, saucisses, suivant les envies, les régions. Et comme en Alsace, on va jusqu'à 10 différentes charcuteries et viandes. Du plat paysan à la recette gastronomique, la choucroute a acquis sa noblesse en Alsace. Désormais, une confrérie lui assure d'ardents défenseurs. Choucroute, je te vénère, je t'aime, et j'aime en toi cette Alsace qui, grâce à ce noble légume, fait qu'on parle de toi dans le monde entier. Je dois dire qu'au départ, cette confrérie est partie d'un gag. Le gag, c'était un de nous qui a inventé un sorbet à la choucroute et qui est devenu par la suite la confrérie. La choucroute sous toutes ses formes, c'est notre slogan. Pourquoi, au fond, vous aimez la choucroute? Parce que tout simplement, mon papa ou mes parents m'ont toujours dit que les garçons sont nés dans un chou et je pense que c'est ça un peu qui a fait que j'aime la choucroute. C'est un délice, messieurs, dames. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous propose maintenant de repartir en montagne, dans les montagnes basques, avec quelque chose qui était devenu presque une institution, la contrebande. On dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de contrebandiers, que la contrebande a disparu, mais quand on se promène dans ces montagnes superbes, on trouve partout des traces, des souvenirs de cette époque où douaniers et contrebandiers jouaient vraiment au chat et à la souris. Voici un des produits de contrebande, un alcool aujourd'hui quasiment introuvable. Une boisson qui pendant longtemps était autorisée en Espagne mais interdite en France. Depuis toujours, la contrebande a fait vivre des familles entières des deux côtés des Pyrénées. Par tous les temps, sur les chemins escarpés, les hommes de l'ombre se livraient à toutes sortes de trafics. On faisait toute l'année, suivant ce qui était demandé. Mais enfin, c'était préférable de le faire en hiver pour la bonne raison que les nuits étaient beaucoup plus longues. Évidemment, c'est un travail de nuit. D'ailleurs, en basque, on dit un travail de nuit, on ne dit pas contrebande. Période la plus florissante de 1945 aux années 60. À pied tout d'abord, puis avec des mulets, diverses marchandises ont transité par ces montagnes. Bétail, produits pharmaceutiques, pneus, nylon, dentelle ou encore du tabac. C'était les Havanes qui étaient recherchées et c'était défendu d'en avoir en France. C'était pas la question de... Ils ne les achetaient pas, pourquoi, je ne sais rien, officiellement. Et c'était défendu d'en avoir. Alors, automatiquement, les grands restaurants, les grandes boîtes de nuit, tout ça recherchait ça et payait ça à des prix fous. Toutes ces activités illicites s'effectuaient grâce à un réseau de correspondants. Les douaniers le savaient parfaitement. Certains villages étaient plus actifs que d'autres, comme Sarre, considéré comme la capitale de la contrebande. À Sarre, par exemple, il nous est arrivé de saisir des bidons d'alcool, des bidons de 35 litres que les porteurs transportaient à dos. Alors, il y avait des bandes de porteurs, de 10, 15, 20 individus, mais pour ne pas tout perdre, ils s'éparpillaient en équipe de 2 ou 3 porteurs, échelonnés tous les 200 ou 300 mètres. Et quand les douaniers les attaquaient, leur rôle essentiel, c'était de tout lâcher et de s'enfuir en hurlant. Comme ça, les équipes qui arrivaient derrière étaient prévenues et pouvaient se dissimuler. Le trafic d'alcool pouvait se faire en empruntant des passerelles comme celle-ci. Il suffisait d'acheter ces bouteilles dans les fameuses bentas du côté espagnol. Maintenant, avec la suppression des postes frontières, c'est fini. On jouait au chat et à la souris. Eux d'ailleurs faisaient les mêmes choses, les douaniers. Eux, ils partaient quelquefois dans un endroit, et puis alors que 5 minutes après, il en était parti 2 autres, tout à fait dans l'endroit inverse, pour nous tromper, croyant que nous aussi nous avions des espions, évidemment, pour voir où ils s'en allaient. Le jeu consistait donc à travailler en bande. Un réseau bien structuré qui devait être sûr pour éviter les dénonciations. Aujourd'hui, contrebandiers et douaniers n'ont rien oublié. Quand on fait toute sa carrière au Pays Basque et en Basque, on connaît pratiquement tous les contrebandiers du cru. Voilà. Et quand on se rencontre, tout se passe très bien. On va boire un coup au bar ensemble et tout va pour... Cela n'empêche pas de faire son travail. Bien. Désormais, dans les familles, que ce soit au village ou dans les fermes isolées, on peut dormir tranquille. La montagne, elle, gardera à jamais ses secrets. Quant aux anciens, il leur reste la nostalgie. Maintenant, on ne parle plus de tout ça, c'est fini. Il faudra vivre que de souvenirs. On a eu des ennuis, on a passé des nuits blanches, mais enfin, il y a des souvenirs quand même qui sont formidables. On va garder ça pour nous. Et on passera nos vieux jours à penser à ces trucs-là.
Le Pays Basque, c'est aussi la mer, et Saint-Jean-de-Luz est le port traditionnel de la pêche au thon. On y trouve encore des bateaux canneurs. Les pêcheurs attrapent le thon à la canne, une technique artisanale qui ressemble à du sport. En été, l'Esqualeria, un des tout derniers tonniers canneurs de France, doit tenter sa chance, être en mer, aussi souvent que possible. Pas question pour l'équipage de laisser passer la moindre occasion de pêche. Il faut quitter le port de Saint-Jean-de-Luz bien avant que le jour se lève, même si le temps n'est pas vraiment propice. Il faut y croire, toujours avoir l'espoir de ferrer un thon avec sa canne ou son moulinet. Ce matin-là, l'Esqualeria naviguera plusieurs heures dans les creux. Les regards scruteront l'horizon, peine perdue. Aujourd'hui, il va chauffer. Les cannes resteront fixées à leur atelier, un échec qui ne changera rien à l'amour que Marcel porte à son métier. C'est un métier artisanal. C'est l'homme qui travaille avant la machine. Enfin, les machines travaillent. Le sonar, le sondeur. Enfin, une fois sur le banc de poisson, c'est l'homme qui travaille, pas les machines. Voilà, puis c'est un beau métier. Très près du poisson. L'homme contre le thon, un combat direct, physique, avec des poissons qui peuvent atteindre 80 kilos. Ces rencontres-là doivent de moins en moins au hasard, de plus en plus à la technologie. Désormais, c'est à l'écoute des instruments que l'équipage tout entier se précipite devant le moindre banc de thon. Pourtant, même une fois la pale jetée, le bateau dissimulé et les lignes lancées, tout peut encore échouer. Le moindre détail compte. Étienne, le mécanicien, ausculte régulièrement son moteur. Un roulement qui grince, qui siffle notamment, un boulon qui est desserré. Ça, c'est... Le poisson, il ne reste pas. Ça, le poisson ne reste pas. C'est le cœur du bateau. S'il y a une anomalie à la machine, le poisson ne coste pas. Il y a 25 ans ou 30 ans, on ne faisait pas attention à ça. À l'époque, les canneurs avaient fait de Saint-Jean-de-Luz le premier port-tonnier de France, 8000 tonnes par an. La technique, importée de Californie, l'appât vivant, l'anchois, avait décuplé la quantité pêchée. Aujourd'hui, le rite est là. À l'approche du banc, la mate, les lanceurs d'appât entrent en piste, les jets d'eau viennent masquer le bateau, la pêche peut commencer. L'âge d'or, lui, est révolu, plus que 4 canneurs à Saint-Jean-de-Luz. Au Pays Basque espagnol, ces bâtiments plus nombreux tirent encore leur épingle du jeu. En France, en revanche, les tonniers modernes, avec leurs filets à trappe-tout, se sont taillés la part du lion. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles méthodes de pêche, notamment les filets pélagiques et les filets droits. Les filets droits et les filets pélagiques, c'est la destruction. La côte hollandaise a été l'une des côtes les plus poissonneuses qu'il y a en Europe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Idem en Méditerranée, idem en baie de Seine. Peu de thon, ce jour-là, un autre canneur lusien s'en sortira royalement, avec 800 kilos, loin des records des années 50, jusqu'à 18 tonnes par jour par bateau. Pas d'anchois non plus, jusqu'à ce que la ténacité de Joseph, le patron pêcheur, s'avère enfin payante. À 2 reprises, le sonar indiquera la présence d'un banc. À 2 reprises, l'équipage, du mousse au patron, s'affairera à lancer, puis à remonter les filets. La journée n'aura donc pas été entièrement perdue. Le lendemain, les canneurs pourront repartir directement à la recherche du thon. Pour les 13 hommes de l'Esqualeria, le début de saison n'a pas vraiment été une réussite. Au mois d'août, ils sortiront en mer pour des campagnes de plusieurs jours. D'année en année, les canneurs doivent sortir plus loin, plus longtemps. Seulement voilà, ces bateaux, vieux de plus de 30 ans, ne peuvent pas affronter toutes les mers. Pourtant, avec plus ou moins de conviction selon les âges, les marins veulent encore y croire. Si les jeunes y luttent, s'ils empêchent ce système de pêche de filets droits et de filets pélagiques, il y a de l'avenir à la pêche. Mais il faudrait aussi que le gouvernement fasse un petit effort.
L'avenir, les marins et surtout les plus jeunes le savent, est ailleurs. Les canneurs de l'an 2000 restent encore à construire. Ils seront plus grands, ils travailleront au large de l'Irlande ou de l'Afrique, là où naviguent déjà une vingtaine de canneurs de la côte basque, loin, bien loin, du port de Saint-Jean-de-Luz. Des pêcheurs professionnels comme ceux de Saint-Jean-de-Luz, on peut aussi en trouver sur les grands lacs de France. Ils ont leurs bateaux typiques, leurs propres techniques et eux aussi doivent tenir compte de la météo, par exemple sur le lac Léman, à Ivoire. C'est bien avant que ne commence la déambulation des touristes, bien avant le lever du soleil, que les pêcheurs professionnels partent, salués par le coassement des grenouilles, remonter leurs filets. Sur la rive française du lac Léman, ils sont encore une bonne cinquantaine à pêcher ainsi toute l'année. Le moteur a définitivement chassé la voile, le plastique éliminé peu à peu le bois. Il reste cependant d'élégants canots de 6,50 m, comme celui presque quinquagénaire de Georges Favre, pêcheur depuis toujours. Je fais la pêche depuis l'âge de 13 ans. À la sortie de l'école, là, ça s'appelle le certificat d'études. J'ai pêché avec mon père. Le matin, on part à 5 h. On va retirer les filets à perche. Il y en a pour 1h30. Avant de regagner le petit port d'Ivoire, Georges Favre s'assure de la sécurité de son père. À 80 ans, cet homme n'imagine pas de journée sans lac, sans canot, sans pêche. Professionnel à la retraite, c'est de lui que Georges tient sa connaissance de l'eau. De lui aussi, droit est permis d'exercer ce métier transmis de façon quasi héréditaire de père en fils ou petit-fils. Pour ceux que ce travail attire et qui ne bénéficient pas d'un tel avantage, la direction de l'agriculture organise une sorte de recrutement par examen. L'administration maintient ainsi l'activité de pêche sur le lac et contrôle le nombre des professionnels. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons dans les filets ce matin? Il n'y en a pas tellement ce matin. Il y en a juste là qu'on a eu un peu. On a 4-5 kilos, mais comment tous les autres, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1,5 kg par filet, 2 kilos. Et ces jours-ci, vous aviez une meilleure pêche? Oui, meilleure. Hier, il y en a une quarantaine de kilos. Oui. Pourquoi ça change d'un jour à l'autre? Ben, c'est le temps qui... C'est plus chaud. Les poissons bougent moins. À quel est le cours du poisson? Ben, les perches, maintenant, elles valent 25 francs le kilo. En filet, ça vaut plus, taillé en filet. C'est le comestible, comme on dit ici, autrement dit le poissonnier, qui achète leur prise aux deux pêcheurs de la commune d'Ivoire. C'est lui qui débite en filet ses perches, ombles chevaliers, truites ou ferrats, dont tous les restaurants des bords du lac se font une spécialité. La spécialité du pêcheur est l'acquisition puis la remise en état d'embarcations anciennes typiques de la navigation traditionnelle sur le lac Léman. Grâce à l'aide et au conseil d'un ancien charpentier de marine, Georges Favre compte bien tenir ce canot en bois d'acajou, prêt à participer lui-même à la barre aux prochaines régates entre les rives françaises et suisses du lac. Je veux restaurer pour qu'il devienne comme au début, avec une ancienne voile. Et puis c'est pour faire une course de régate à Rolle. Autour du 15 août, c'est des vieux gréements qu'il y a. La journée du pêcheur s'achève comme elle débute, sur le lac, en canot. Il arrive qu'on doive faire vite devant l'orage qui pointe et descendre, tandis que le vent monte, autant de filets qu'il est possible. Ce soir, il souffle du sud et ne malmènera pas trop les longs et légers filets de 100 mètres. Mais tout de même, mieux vaut ne pas s'attarder. Ben, comme ça vient là, ça peut venir à 70-80 km/h, comme le vent là. Ah, ben là, on va rentrer tout de suite. Là. Rentrer en sachant que le coup de vent ne va pas s'installer, que dans quelques heures, le lac fera don aux pêcheurs du calme qu'il apprécie inlassablement. Restons un peu au bord de l'eau. Il y a en effet sur les plages de plus en plus de cerfs-volants et parfois le vent leur donne des airs de tableau, surtout quand ils sont peints par un artiste. Un jour, les couleurs eurent envie de prendre l'air.
Plein de compréhension, l'artiste posa sa peinture sur une toile si légère qu'elle se confondait avec les nuages. Depuis 10 ans, Michel Crécy a pris le ciel pour galerie. Son châssis de peinture est un cerf-volant qui devient vitrail dans les rayons du ciel. Sur la toile blanche, il va poser ses couleurs, écrire sa peinture. Déjà, l'artiste vole. Au départ, je mets toujours en place des contrastes assez forts. Je commence à peindre non pas comme un peintre, mais comme un graphiste. Je crois que c'est important de reprendre comme ça sa peinture. Quand on la peint, elle n'est pas en exposition dans le ciel. Et je crois que la possibilité de la voir avec 40-60 mètres de ficelle, ça propose une autre lecture. Unité de forme, unité de couleur, du plus petit au plus grand, les cerfs-volants de Michel Crécy volent en famille. Famille des double squares, des benjamins, des plumes. Chacune évolue à sa manière selon le vent, la couleur du ciel, la lumière ou tout simplement son caractère. Michel ne vit pas seulement la tête dans les nuages. Son atelier, le Ciel pour Simèze, est une véritable entreprise qui fabrique et confectionne les cerfs-volants géants qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Pour que la toile prenne l'air comme il faut et résiste au vent de l'Atlantique, le peintre s'est adapté. Il est devenu expert en couture, matériaux composites ou techniques d'aéronautique. Des bols, des manches à air, Michel Crécy a dessiné une nouvelle génération de cerfs-volants. Comme lui, c'est tout un monde bien à part qui apprivoise les courants d'air. Le temps d'un rassemblement, au Touquet ou à Quimplage, les cerfs-volistes envahissent les dunes. Sportifs, acrobatiques ou artistiques, chacun à sa manière se passionne pour le vol par procuration. L'homme quitte alors le sol. Au bout de son filin, il rêve qu'il devient cerf-volant. Ça, c'est carrément un autre domaine du cerf-volant. C'est le cerf-volant pilotable ou acrobatique. Et là, il ne s'agit plus de dessiner dans le ciel, mais de se servir du cerf-volant comme un stylet pour faire des graphes dans le ciel. Allez, tourne autour de toi. Moi, en fin de compte, je gère de l'espace et j'exploite du vent. Je crois que c'est une chose assez simple à faire. Autre paysage superbe, ceux du Mont Blanc. On l'a tous appris à l'école. 4807 mètres, c'est le plus haut sommet d'Europe. Chaque été, des milliers d'alpinistes grimpent là-haut. Parfois, l'ascension dure plusieurs jours et il faut alors dormir dans des refuges de haute montagne. Posés comme des nids d'aigle dans l'immensité glaciaire du massif du Mont Blanc, voici les refuges de haute montagne. Le dictionnaire les définit comme des lieux où l'on se retire pour échapper à un danger. La charpoix, le requin, le plus moderne de tous, les cosmiques, et le plus fréquenté parce que le plus haut, le plus vertigineux sur la voie normale du Mont Blanc, le goûtait. Ce refuge extrême, habité et gardé, a préservé déjà des milliers de vies et représente le repos après l'effort total. Ces refuges sont le réconfort, la chaleur, la convivialité entre ceux qui partagent la même passion, grimper, franchir, vaincre. Ces établissements très particuliers, fréquentés une partie de l'année, doivent faire face à de relatives difficultés pour chauffer, éclairer, alimenter en nourriture ce type de lieu hors du commun. Il faut une sorte de réalisme bien chamonniarde, faite de ténacité, pour vivre ainsi accroché à ces parois à pic à près de 4000 mètres. Si on tape le carton à 4000 mètres d'altitude bien au chaud, le pilote de l'hélicoptère de la sécurité civile lui arrache aux parois des inconscients victimes d'ignorance, et ceci gratuitement, parfois grâce aux informations des gardiens de refuge. Il y a des gens qui viennent ici pour pouvoir dire « nous avons effectué l'ascension du Mont Blanc ». Dans n'importe quelle condition.
dans n'importe quelles conditions. Cette année, là, nous avons un couple de Grecs qui sont venus déjà l'année dernière, qui avaient mis 15 heures pour effectuer l'ascension du refuge de Tête-Rousse au goûter. On compte 2 heures en moyenne. Ils sont d'ailleurs partis ce matin au Mont Blanc, ils ne sont toujours pas rentrés. Tous ceux qui sont dans les